En mai 2002, Christian Denis, Michel Laurent, Guy Toupin et Yegor de Saint-Hippolyte s'embarquaient pour Paris à la découverte de nouvelles trouvailles et de nouveaux trésors. Pourquoi Paris? Parce qu'à Paris, il y a l'une des plus célèbres brocantes du monde, la brocante de la Bastille. 2 fois par année depuis 30 ans, elle attire plus de 350 antiquaires et brocanteurs des 4 coins de la France. On est à Paris, à la brocante de la Bastille. Imaginez, il y a plus de 350 exposants. C'est extraordinaire. On voit des objets de toutes sortes. Alors, évidemment, à travers ces objets-là, il y a des coups de cœur fantastiques. Et particulièrement un que je veux vous montrer. Alors, suivez-moi, je vais aller vous montrer de quoi il s'agit exactement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça fait plaisir. Vous avez ici une collection tout à fait exceptionnelle. Enfin, je dis collection. Je sais qu'on est à la brocante de la Bastille et tout ça Tout à fait, en vente. oui. Mais c'est exceptionnel de voir un aussi grand nombre de cannes qui couvrent pratiquement le 18. Il y a des cannes du 18e. Actuellement, il y en a quelques-unes, mais surtout en art populaire. Mais surtout, on est dans le 19e, début 20e siècle. Voilà, tout à fait. J'aimerais ça que vous me présentiez, que vous me fassiez le bonheur de me présenter vos cannes, cet assortiment. Alors, on va trouver tous les matériaux qu'on va trouver dans la vie courante. Hein, donc, par exemple, celle-ci, le grotesque, qui est fait dans un andouillé de serre. Un andouillé de serre. Voilà, typiquement 19e, comme travail. Bagues, métal, argent, on va trouver des bagues en or. Souvent en argent. Voilà, souvent en argent. Et l'âme de la canne, le bois, c'est sur un bois de néflier. Le néflier. Voilà. On a des cannes utilitaires, donc qui servent à supporter. Voilà. Mais des cannes également qui sont soit des cannes de fantaisie, comme on Oui, voit ici. alors on va par exemple en fantaisie, je ne sais pas, trouver celle-ci, le grotesque, là, qui est un travail en ivoire. Alors il a cette grimace sur le visage parce qu'en fait on représente une coccinelle qui lui gratte le cerveau, quoi. Donc ça le met en ébullition. Dans un premier temps, on avait ceux qui fabriquaient le fût de la canne. Ça, on appelle ça le fût de la canne. Alors soit c'était cultivé ou importé. Oui, parce qu'il y avait des champs de canne. Voilà, on cultivait la canne. Aussi invraisemblable. Pas très loin de Paris, du côté de Versailles. Okay. Entre Meudon, Versailles, dans toute cette plaine, on cultivait les bois de canne. Pour avoir un fût très droit, voilà. Pas de branches, c'est-à-dire de nœuds, de petits nœuds. Dans alors ce qu'on appelle la mourette, en fait, c'est de l'essence de mimosa. Donc c'est retravaillé, naturellement. Ça pousse pas par un tourneur, voilà. Tourneur de canne. Voilà, tout à fait. Et même, il y a un orfèvre qui alors peut faire la bague. voilà, les orfèvres faisaient les bagues. Et donc après, il y avait un monteur. En fait, il y avait plusieurs endroits dans l'atelier où on montait les cannes. Ça faisait travailler beaucoup de monde. Voilà. Celle-là, par exemple, c'est très populaire. C'est un bois qui se monoxyle, hein, qui se termine par une chaussure. Donc là, si on présente le bois, on va comprendre tout de suite comment elle a été faite. Voilà. Ok. On a pris dans la masse de l'arbre cette partie et on a gardé la branche. On a gardé la branche. Voilà. Et on en a la résurgence du bois là, tout à fait. Et voilà. Et dedans, il a travaillé un petit soulier. Et ça pourrait être une canne de cordonnier, ça pourrait être tout à une canne de corporation. Voilà. Là, je vais vous montrer un pommeau. Alors ça, c'est un petit personnage avec sa verrue sur le nez, là. Vous voyez, le sourire méchant, la casquette, de mauvais garçon. Le mauvais garçon. On dit canne de mauvais garçon. C'est une canne satirique. Voilà. Donc, elle servait de défense aussi. Ça, c'est des casse-têtes. C'est du bronze. Oui, véritablement, on sent la masse. Là. Et on pratiquait la canne. Hein. Donc la canne, quelqu'un qui pratiquait la canne, je veux dire, avec un objet comme ça, il vous casse une clavicule, il vous casse une jambe sans problème. Voilà. Vous aviez la canne de défense avec... J'aimerais ça que vous nous puissiez la montrer. Donc, par exemple, c'est pas spectaculaire, là. Hein, c'est un bambou de Java. Un bambou de Java. Et donc, à l'intérieur, est habillé avec une demi-épée. Une dague. C'est des objets ou dagues.
c'était vraiment des objets qui étaient là vraiment très dissuasifs. Et ça, on appelle un mécanisme. Alors voilà, le mécanisme, c'est un petit bouton hein, qui appuie sur un ergot, en fait, qui fait que, clac, mécanique. Vous savez, c'est comme le briquet du pont. Quand vous l'ouvrez et le fermez, il a un bruit, il canne. Il y avait même un bruit comme ça. Il y avait même des cannes qui contenaient des briquets. Voilà, hein, des cannes briquets. Alors là, j'en ai pas, mais j'en ai pas actuellement. Mais bon, je vais vous montrer, par exemple, celle-ci, qui est une canne porte-document. Ah, ça c'est assez exceptionnel. Alors, vous allez voir. Ça peut être le notaire qui va livrer un document. Voilà, tout à fait. Ça se transmettait, par exemple, un message secret d'un bureau à un autre, parce qu'il y avait des fagots de cannes, en fait, dans toutes les pièces. Hein, on avait des cannes pour la maison. Comme ça ici, là. Voilà. Donc, entre deux personnes, il était très facile de communiquer sans que les autres le sachent. Au Québec, on retrouve effectivement très simple. La canne, ça va de soi. Mais dans une quantité, une variété comme ça, c'est plus exceptionnel parce que alors, je vais vous montrer quelque chose de pas courant, puis ça, on peut le dater facilement. Ah oui? Ça c'est pour les dames. Ah. Alors, au départ, bon, elle est défraîchie, la soie, et quand même, parce que c'est pas tout jeune. Une soie d'origine. Voilà. Ça se porte comme les sticks du sergent, des militaires, vous voyez. Donc ça, c'est le côté pratique. La dragonne se met comme ça. Là. Et c'est une canne stick ombrelle. Ah. Alors, on va tout démonter, on va analyser la chose. Donc là, on a le petit pommeau à vis. Ah, oui. Alors ça, on le date facilement, vous allez voir, parce que c'est très petit et c'est très dur. Alors, je range. Il faut l'ouvrir parce que les soies, il faut jamais les ouvrir d'un coup, il faut les laisser travailler. Voilà. Les laisser travailler avant de les étirer. Voilà, les éventer. Les éventer. Alors, c'est pas pour une petite fille, hein, du tout. Donc là, vous l'avez en position. C'est magnifique. C'est le raffinement, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, je suis dans le bon sens. Alors ça, ce sont les dames qui, juste pour se protéger le visage, quand elles étaient en calèche. Oui, et la blancheur du visage voilà. au 19e siècle était de mise. Voilà, alors bon, là, on est fin 19e, début 20e, mais c'est encore très chic dans les calèches parisiennes de porter l'ombrelle quand c'est ensoleillé, très ensoleillé. Voilà, on se protège juste du soleil, et quand elle est fermée, en fait, elle reste fixe. Elle ne s'ouvre pas tout seul comme un parapluie, elle servait de canne, en même temps très dure, très fixe, pour descendre de la calèche. De la calèche. Voilà. Ah, tout à fait. Bon, ça, c'est pas courant. Voilà, ça c'est un objet... Vous connaissez bien vos objets. Hein? Oui. On peut dire que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement, c'est les cannes et ce qui est autour. Alors, je ne sais pas comment vous remercier, parce que pour moi, ça a été un coup de cœur, c'était un moment magique, parce que d'en voir une aussi grande quantité. Alors, merci infiniment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour les téléspectateurs québécois. Un plaisir partagé. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, une Québécoise qui vit à Paris et qui fait du collectionnement d'objets. Eh oui. De très beaux éventails, d'où cela provient-il? Ça vient des marchés aux puces parisiens, des brocantes et tout ça. Moi, je cherchais des éventails, surtout pour des accessoires pour le théâtre, pour la danse. Et je suis venue peu à peu à m'intéresser aux éventails. Comme accessoire d'abord, et ensuite comme bel objet de collectionnement. Voilà, exactement. Alors, on en a quelques exemplaires ici de différentes stylistiques. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu les différences entre ces éventails? Alors, il y a deux types d'éventails. Les éventails pliés, c'est-à-dire avec une feuille pliée. Ça peut être du tissu ou du papier. Et ceci, c'est des éventails brisés. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont brisés, comme celui-ci, il est complet, mais il s'agit seulement de brins. Alors, c'est parti ici, ça s'appelle brin. Et donc, il n'y a pas de feuilles. Et voilà, donc on peut les retrouver en ivoire, en écaille de tortue, en bois.
ou en corne. Et chacune des parties est toujours reliée par un ruban de soie. Voilà. Et ce magnifique éventail qu'on a ici dans sa boîte d'origine. Voilà, donc c'est un éventail de Duvel-Roy, un grand éventaliste du 19e siècle. Ces éventails à plumes, on les appelle aussi brisés parce qu'il n'y a pas de feuilles, tout simplement. Il est complet, il y a sa bélière et sa cordelière, son gland, qui est dans les mêmes tons que les feuilles, que les plumes, pardon. Les plumes. Et l'anneau sert d'attache à la ceinture. Voilà. Alors, on mettait à la ceinture ici, on laissait pendre l'éventail. Bon, celui-ci du tout début 19e siècle, oui. C'est une lithographie. Donc une scène avec des danseurs, un violoniste, un joueur de cornemuse. On aimait beaucoup imiter les gravures du 18e, donc un peu dans le style Nukin. Et de l'autre côté, voilà. Une scène galante. Une scène galante. Il existe aussi, je pense, un code de l'éventail, voilà. un langage officiel que les gens utilisaient dans les bals. Pouvez-vous nous montrer un peu quel était ce langage de l'éventail? Bon, alors, normalement, on tient l'éventail dans la main droite. Donc, le mouvement le plus connu, c'est « Suivez-moi ». Vous avez changé sur la joue droite, oui, non. En glissant l'éventail sur la joue et en le posant sur le menton, je vous aime. En présentant l'éventail fermé dans la main, m'aimez-vous? Vous êtes cruel en l'ouvrant et le fermant. Vous êtes cruel. En tournant l'éventail dans la main gauche, attention, nous sommes surveillés. En le glissant dans la main gauche, je vous hais. En le laissant pendre, nous resterons amis. Derrière la tête, ne m'oubliez pas, et avec le petit doigt en l'air, au revoir. Alors, ce sont là vraiment tous des gestes qui sont très symboliques. Il y en a beaucoup, il y en a 33, c'est-à-dire Duvel-Roy a fait une traduction de gestes comme ça qui venaient d'un espagnol, et il en a traduit 33 en anglais. Est-ce qu'ils étaient vraiment utilisés lors des bals? Je pense, parce qu'on les voit aussi dans les tableaux, les gravures et tout ça, on voit certains gestes. Oui, je crois qu'on en parle aussi dans des documents du 18e siècle, du langage des éventails comme ça. C'est très intéressant. Est-ce que vous aimeriez maintenant savoir la valeur de certaines des pièces qu'on trouve ici? Moi, je suis impressionné par votre démonstration. Je dois dire que ça vaut plus que tous les éventails du monde. Alors, le plus ancien d'abord, qu'est-ce que vous l'avez acheté comme ça? Pardon? Très rapidement, vous l'avez chiné à combien? Vous l'avez trouvé à combien? Je suis gênée. Non, allez-y, on va faire un petit concours. 300 francs. 300 francs. Alors, vous pouvez le mettre autour de 500 à 600 $. Hein, pas francs. Ah oui. Ensuite, celui-ci. La même chose. Autour de 300. Alors celui-ci, autour de 300 $. 200 à 300 $. Celui-ci, vous avez fait une très très bonne affaire. Hein. Oui. On ne va pas continuer quand même. Mais celui-ci est extraordinaire parce qu'il a quand même cette boîte et c'est ça qui lui donne sa valeur. Donc vous avez fait de très très bonnes affaires. Parce que j'espère que vous allez continuer à en faire. Oui. Et les téléspectateurs, n'oubliez pas, les petits éventails, un jour, vaudront beaucoup plus cher. À quoi sert cet objet? La réponse après la pause. À quoi sert cet objet? C'était pour laver les bouteilles de vin. Vous mettiez la bouteille dedans et on tournait et ça, il y avait de l'eau qui venait en dessous.
on tournait et ça lavait. Je pense qu'on peut reconnaître assez facilement la tôle émaillée. Chez nous, on appelle ça du granite ware. Oui, du granit ware, c'est parce curieux. que c'est parce que la surface est faite avec du granit écrasé. Ah d'accord. Réduit en poudre et qu'on sert comme de la suie. D'accord. Après avoir envahi toute l'Amérique, le granite ware, la tôle émaillée chez vous, a envahi aussi toute l'Europe. Ah oui, toute l'Europe. Vous en avez pour toutes les parties de la maison, du bassin à eau au seau de toilette. C'est un récupérateur d'eau. C'est un récupérateur. Oui, parce qu'il n'avait pas l'écoulement à l'époque et c'était pour récupérer l'eau. Ah, c'est bien. Ouais. Chez nous, c'était une tinette. C'est le seau, le baquet à eau usée. Oui, alors chez nous, il est bombé. C'est plus confortable pour s'asseoir. Vous avez une très nette particularité sur les pièces qu'on a chez nous. Les nôtres sont souvent très colorées. Rouge et blanc, bleu et blanc, etc. Mais la particularité, ce qu'on retrouve ici, c'est les décors. Oui. Beaucoup d'éléments décoratifs, des fleurs, c'est très jovial. Et souvent des pièces aussi comme à carreaux. Oui. Est-ce que c'était des compagnies françaises, la plupart? Pas toutes, non, parce qu'il y a beaucoup d'émail hollandais, allemands, et les pays de l'Est aussi à l'époque. Énormément, qui fabriquaient Autrement en dit, début tout le monde du a siècle. fabriqué. Oui, pratiquement. La Hollande, l'Allemagne, la Belgique. Et c'était diffusé, c'était très populaire ici? Très. C'est ce qui a remplacé le cuivre. Oh. Donc à l'époque, pour la ménagère, c'était extraordinaire. Il n'y avait plus d'entretien, parce que les cuivres, c'était énorme en entretien. Fait que nous, ça a remplacé la fonte. Ah oui, tiens, oui, parce oui. que les poêlons de fonte et les chaudrons de fonte, il y a beaucoup d'entretien. Oui, c'est un petit peu similaire au niveau idée, oui. Ah, mais ça a fait disparaître un peu les cuivres ici? Complètement, complètement, oui. Ceux-là sont à peu près dans la période des années 1900? Alors celle-ci, voilà, c'est 1920, voilà. La marron est en bec cannelé, là qu'on a. Et donc là, c'est 19e. Ah. Voilà. Parce que ceux-ci, c'est plus... oui, c'est années 20, années 30. Années 20, voilà, tout à fait. Et la popularité, c'est jamais démenti? Non. Et encore aujourd'hui? Et maintenant, c'est à la mode, il y a beaucoup de collectionneurs, donc... Ah, c'est revenu à la mode? Oh là là, ça fait un moment. Hein. Oui. C'est très prisé, hein, c'est vrai. Hein. Fait que c'est facile à retrouver encore dans les étals ici? C'est difficile de trouver des belles pièces, hein, disons. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ce qui fait la rareté, c'est le motif. Voilà, c'est ça pour les collectionneurs. C'est surtout les ensembles. Oui, mais enfin, on a beaucoup de collectionneurs de cafetières. Je remarque que vous n'avez pas beaucoup de services à vaisselle. Non, j'en vois pas. Hein. Non? Chez nous, c'était très populaire. Ah oui, oui. Les assiettes, même les ustensiles, les tasses, les surcoupes. D'accord. On a beaucoup plus ça que des ensembles ménagers. Ah oui, on a très peu. Parce que je remarque que vous avez beaucoup d'ensembles, la farine, la sel, la oui, thé, voilà, etc. des pois épices, voilà, oui. Mais chez nous, c'est... Une fois, j'ai eu un ensemble à thé, tout un service, Napoléon III. Mais alors, l'anse était en bois. Ah, non, c'était en bois, c'est une particularité. Ouais. Tout à fait, oui. En tout cas, je vous remercie de nous avoir présenté vos pièces, elles sont magnifiques. Oui, c'est toujours très ravissant. C'est sympa. Des petits patins, des petites siècles. J'ai supposé que c'était ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est celle-ci. Vous avez de très, très, très beaux objets autochtones. Vous appartenez, je pense, à une association qui s'appelle l'association Atoka. Atoka Diffusion. Et qu'est-ce que cette association? Alors, c'est une association à loi 1901, comme vous devez avoir chez vous au Québec, qui a été créée en 1990, que j'ai créée, pour pouvoir plus facilement parler des Autochtones du Québec en France. Et la particularité de cette association, c'est qu'il y a un bureau français, un conseil d'administration français, mais au Québec, on retrouve un bureau qui est formé de gens qui sont en relation avec les Inuits et des Amérindiens qui forment ce bureau, et des membres associés qui sont des artistes ou des artisans amérindiens ou Inuits, et qui nous permet donc de travailler avec eux en France lorsqu'il y a des besoins dans le cadre d'expositions culturelles que nous organisons en France. Donc vous faites de la diffusion un peu partout dans le pays? Oui, alors c'est-à-dire qu'à la demande de municipalités, de centres culturels, de bibliothèques, médiathèques ou écoles qui veulent parler du Québec autochtone, ben, nous répondons à leurs demandes. C'est intéressant. Et vous nous avez apporté un éventail d'objets de culture amérindienne.
et Inuit. Oui, c'est une petite partie de la collection. Nous avons à peu près, en ce qui concerne les objets de tradition amérindienne, une centaine d'objets. Oui. Et la collection Inuit, une centaine d'objets aussi, je dirais plus d'objets d'art, hein, puisqu'on parle de sculpture, et puis d'objets de tradition, mais miniatures, hein, parce que quand on parle de chasse et de pêche chez les Inuits, ça serait des... Bon, nous, on n'est pas équipés pour ça. Non, il n'y a pas de kayak. Non, voilà. Mais ces pièces proviennent, vous en avez, vous dites 70, une centaine environ? Une centaine environ de chaque... de toutes les nations que l'on non, c'est-à-dire que quand on parle des Amérindiens, c'est une centaine d'objets globaux qui concernent donc les différentes nations. Okay. Hein, au sujet donc, des Amérindiens, voilà, Abénaki, Algonquin, Cris, comme on parle des Cris, on va avoir cette belle pièce-là qui est un leurre, hein, un appelant qu'on appelle, qui est en brindille de mélèze. Il a été fabriqué par un artisan qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait John Blue Boy. Oui. Et c'est, bon, comme je le disais, c'est en brindille de mélèze. Ça servait de leurre pour la chasse à l'outarde, à la bernage. C'est la grande tradition. On en trouve de toutes les tailles. Ça sent bon. Ah, ça sent très très bon, effectivement. Bon, voilà. Donc bien sûr que cet objet-là, c'est un objet aujourd'hui de la représentation de l'objet lui-même, puisqu'il le fabriquait de la grosseur de l'oie pour la chasse. Donc voilà donc un objet de tradition pour les Cris de la baie James. On peut voir ici d'autres objets qui étaient utilisés dans la tradition. C'est un grattoir épilatoire qui a été utilisé par les Naskapi. Il m'a été offert par un monsieur il y a quelques années sur le territoire Naskapi. Alors on sait qu'il y a un seul village au Québec concernant les Naskapi. Et celui-ci, moi, il me donne le frisson quand je le touche parce que je sais que ce vieux monsieur qui me l'a offert, lui, il l'a utilisé, chez lui pour travailler les peaux. On peut voir d'ailleurs des traces d'usure sur les tranchants et aussi les poignées qui sont vraiment très, très, très belles. Avec il y a encore le gras d'ailleurs. Absolument, oui. Ça passe à travers le tissu, on peut le voir. Voilà. Et toutes ces pièces en os proviennent d'un animal qui est très important dans le Nord. Qui est le caribou. On dit le renne du Canada pour ce qui nous concerne ici, le renne du Canada, parce que nous, on n'emploie pas ce mot de caribou. Et dans la culture amérindienne, c'est sûr que le caribou était un animal important, puisque les Amérindiens se nourrissaient avec la viande, les vêtements étaient faits à partir de la peau, le crin servait de décoration. Absolument. Hein? On en voit là du crin de caribou aussi à cet objet-là. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Qui est un bilboquet, qui est un jouet. Vous êtes performant? Pas vraiment. Non, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Je vais essayer, mais c'est pas facile. Hein. Donc, on voit le bilboquet qui est fait à partir de la peau du caribou, le crin du caribou, et puis un os qui a été sculpté. Je vais essayer, mais moi non plus, je suis pas très performante, par le fait c'est un... Voilà. Donc, il faut essayer de passer l'embout dans chacun des vertèbres de l'animal. Voilà. Vous voulez essayer? Non, hein? Ah, je peux bien essayer si vous désirez. Pas facile. Alors, je ne sais plus, il y avait des points, c'était assez... Et hop, non, belle réussite. C'est pas facile. Quand je donne des animations, j'essaie toujours, mais ça m'est arrivé d'y arriver. Ça m'est pas souvent. Et les autres pièces? Ici, un couteau particulier de forme semi-circulaire. Alors là, on va changer de culture. Ça va être on va monter dans le nord, chez le peuple inuit du Nunavik. C'est un houlou. Le couteau des femmes, le couteau traditionnel des femmes, qui était fait habituellement tout en os. Celui-ci est un peu plus contemporain, mais il a été utilisé par les femmes aussi. Ici, on voit la poignée qui est en os de caribou, et le reste est en métal. Donc les femmes l'utilisaient comme ça pour gratter les peaux. C'était aussi tout un travail. C'était une multifonction. Voilà. Et elle se nourrissait aussi en mangeant. Moi, ça m'a toujours impressionné. Moi, j'ai un long nez, donc j'ai jamais osé tenter parce que j'ai toujours eu peur de me prendre le nez. C'est un outil adapté. Oui, adapté, oui, parce que les femmes inuit ont le nez moins proéminent que le mien. Et donc, elle l'utilisait. Mais quand je dis elle l'utilisait, j'ai tort de dire ça, parce que quand je vais au Nunavik, les femmes l'utilisent encore. Elles l'utilisent encore. Et même dans les maisons, j'ai vu des gens encore, des femmes, quand elles mangent de la viande qui vient du territoire, quand elles ont chassé, quand les hommes ont chassé, qu'elles mangent de la viande du territoire, elles ne mangent pas à table, comme quand elles mangent des choses qui viennent du sud, des aliments qui viennent du sud. Elles recréent comme dans l'igloo, les gens mangent par terre. Et à ce moment-là, elles utilisent le houlou.
Alors quand on dit elles utilisaient, c'est pas vrai. Elles l'utilisent encore, c'est un objet de tradition absolument, encore aujourd'hui. Et juste ici devant, des lunettes un peu curieuses. Ben oui, hein, ça c'est un objet extraordinaire, hein, des lunettes à neige. Par le fait, c'est les Inuits, par la réverbération du soleil sur la glace, finissaient par devenir aveugles. Voilà comment ils l'utilisaient donc pour se protéger de la neige et contre la cécité. Alors on termine avec ces deux magnifiques sculptures inuites. Ah oui. C'est des belles sculptures, oui. Celle-ci est ancienne, mais quand on dit ancien, c'est dans les années 40. Oui, à l'époque, on a commencé à faire ces sculptures pour vendre dans le sud. C'est ça, voilà. Et cette pièce, bon, elle n'est pas identifiée, mais bon, on l'a identifiée, on sait qu'elle vient de ces années-là, parce qu'elle n'a pas été sculptée pour être, on le voit, elle n'a pas de stabilité, de base vraiment, donc elle n'a pas été sculptée dans un objectif d'être présentée, mais plus pour le plaisir de sculpter. Et ici, on voit une pièce d'Aïsa Amitou, qui est un artiste, un grand sculpteur inuit. Oui. Ça raconte une légende. Alors on voit la différence avec cette pièce-là. Celle-ci a une assise, on voit qu'elle tient. Et puis elle a été polie. Elle est plus léchée. Voilà, c'est ça. Un grand merci pour toutes ces belles pièces que vous nous apportez. Et on vous revoit peut-être au Québec. Peut-être, oui. Moi, c'est 2 fois par an que je vais. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Fait dans la filiation des armoires québécoises. C'est véritablement l'héritage au niveau des motifs. Ah oui, oui. Alors, je présente M. de Saint-Hippolyte. Bonjour. Et là, on vient voir cette fameuse armoire qui est dans l'héritage de nos armoires québécoises. Vous avez vanté mon armoire. Oui, absolument. Très sympathique. Elle provient de... Alors, c'est une armoire bretonne, Morbihan. Oui. Alors, elle est datée de 1792. Mais à mon avis, elle est certainement plus ancienne. Oui. Vu la coupe des bois, vu le travail derrière, je ne vais pas vous le montrer, mais derrière c'est impressionnant, c'est des panneaux de chêne épais, c'est vraiment très impressionnant de travailler à la serpe, et certainement plus ancienne que la date. Mais c'est de l'assemblage très rudimentaire, tenon mortaise. Ah, classique, ça c'est classique, c'est propre, c'est classique, ça ne bouge pas, d'ailleurs elle est encore là, mais elle doit être faire certainement début 18e, fin 17e. Ça, c'est très intéressant. C'est ça, ce qui est amusant, c'est... C'est du chêne, hein? Non, c'est du châtaignier. C'est du châtaignier. Ça, typique du Morbihan, le châtaignier. C'est pas le même grain, le chêne, c'est un grain beaucoup plus serré. C'est différent au point de vue tactile, au point de vue impression. Le châtaignier, c'est un bois plus moelleux, plus doux. Oui. Dans une armoire à losange, ici, on a des motifs à losange. Alors, vous avez les losanges. Ça, c'est typique des armoires bretonnes. L'éventail. L'éventail. Ça aussi, la traverse basse importante, ce qui permet de faire coffre. Ah, tout à fait. Voilà, sur les autres armoires classiques françaises, la traverse est grande comme ça. Beaucoup plus basse. Chantournée et autres. Et il y a un petit détail qui est très intéressant dans cette armoire, que je n'avais jamais vu, pourtant j'ai des années de métier, c'est la corniche. Ah, ça c'est incroyable. C'est une corniche démontable. Une corniche attelée. Ah, ça c'est incroyable. Les côtés aussi, bien sûr. Alors ça, j'en ai jamais vu. Non, moi non plus. Ça, c'est vraiment étonnant. Alors ça, c'est un détail absolument extraordinaire. Oui, ça c'est amusant. Hein. Ce qui est surtout intéressant sur cette armoire, c'est la patine. Elle a une patine fantastique. Elle a jamais été peinte. Peut-être que je l'ai acheté, j'ai donné un coup de cire. Point final, elle était triste. Le coup de cire a remis toutes les couleurs, tout ce côté doré, miel, rouge. Avec un coup de cire, c'est suffisant. Parce que c'est des meubles qui ont 3 siècles, ça. Il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont jamais eu de peinture dans votre région? Ah non, non, non. Non, ça n'a jamais été peint. Ça, c'est un meuble qui est né comme ça, qui n'a jamais été peint. Et la quincaillerie, la ferronnerie d'origine? Ça, c'est d'origine. La clé n'est pas d'origine, bien sûr. Ça, c'est d'origine. C'est tout nature. Ça, on retrouve ça au Québec. Oui, les vases à perles, comme ça. Oui. Exactement. On les retrouve, mais en général, moins monumentales, moins grosses. Ah, très bien. Elles vont être plus petites. Un ouvrage peut-être plus de forge, un petit peu plus, moins fin, je dirais. Alors ça, on ne retrouve pas facilement ce genre de peinture.
Et en général, elles ont été remplacées ou c'est une peinture à gonds qui sont ajoutées par la suite. Et on retrouve très peu ces entrées aussi élaborées. Ils peuvent être élaborés, mais en général moins imposantes là, comme entrée de serrure. Mais d'ailleurs, pour une bretonne, c'est une belle valeur. C'est sur une valeur de... Alors, je sais au point de vue prix, plusieurs, je vais l'avoir 21 500 francs. 21 500. Je parle encore en francs. C'est quelque chose qui ferait autour de 7 à 8 000 $. Alors 7 à 8 000 $, à peu près la même chose, 8 fois 5, 40. Non, un petit peu plus cher quand même. Mais c'est très variable. Entre 7 à 8 000 $, c'est entre 35 000 francs et 40 000 francs. 7 à 8 000 $. Si vous voulez, le prix vient surtout... Il faut déménager. Non, pas vraiment. Non, très bien. J'aime bien le Québec, j'ai des amis québécois, mais je suis très bien à Paris. Vous avez vraiment un stand extraordinaire, de la couleur et des petites perles. Parlez-nous donc un peu de cette collection de chapeaux de toutes les époques. Finalement, il y en a presque pour 100 ans là-dedans. Oui, on va dire de 1900 jusqu'à 1970, on va dire. Hein, donc 70 ans de création. 70 ans de création. Création française surtout? Oui, française. Française. Exceptionnellement française. Exceptionnellement. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer quelques-unes des pièces les plus anciennes à partir, mettons, de 1900, jusqu'à aujourd'hui? Oui, faire un peu sûr. la différence et nous parler de la mode aussi de l'époque. Alors là, une très belle pièce avec des aigrettes. Hein? Oui, avec des aigrettes, plumes d'autruche et plumes de coq. Alors les oiseaux que l'on voit ne sont pas... Parce que tout le monde pense que c'est des oiseaux vraiment qui ont été tués. Bon, c'est des oiseaux, ça, qui ont été reconstitués. Ah bon? C'est des plumes d'oiseaux, mais qui sont reconstituées. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez pas la vraie tête d'oiseau. Oui. Hein, c'est de la reconstitution. Et ça, c'était fait dans les petites boutiques? Ça, c'est un travail de modiste. Des gens spécialisés? De modiste, oui. De modiste. Okay. Hein. Et donc, mais qui a eu une restauration. Hein, ah bon? Qui a été restauré. Que vous avez Que j'ai restauré, oui. Alors, pour restaurer un chapeau 1900, il faut le défaire complètement. Ah bon? C'est-à-dire alors que vous enlevez toutes les aigrettes? J'enlève tout. Vous enlevez les plumes. Est-ce que vous refaites aussi la structure parce qu'elle s'est affaissée ou? Ah ben la structure, il faut complètement la refaire. Quand je l'achète, c'est presque tout écrasé. Et ces chapeaux blancs étaient pour des occasions particulières? Ça, non, pas spécialement. Ça devait être sûrement avec une tenue écrue. Donc une tenue de soirée? Non, une tenue d'été. Une tenue d'été. Une tenue d'été de fin d'après-midi. Très, très, très belle pièce. En avez-vous d'autres à nous montrer de cette époque? Oui, bien sûr. Ah, un magnifique chapeau violet, teinte de bleu. Alors, c'est la même époque? Ah, ça, c'est pareil, 1900. Alors, là, il y a une panne de velours qui est un bleu mauve. Oui. Et qui est très spécifique dans ces époques-là. Est-ce que c'est... Et qu'on retrouverait jamais maintenant. Est-ce que c'est de la soie? Est-ce que c'est un velours Alors, de soie? c'est de la panne de velours de soie. Panne de velours de soie. Panne de velours de soie. Donc, en autruche et en plume de coq. Magnifique pièce. Pareil, alors complètement ça, chapeau d'après-midi. Ah, chapeau d'après-midi. Chapeau d'après-midi. Alors ça, c'est vers 1920. Alors, 1920. Alors ça, c'était pour le soir. Une robe de soirée. Complètement le soir. Et là, c'est complètement un flanc de paradis. Un flanc de paradis. Un flanc de paradis, d'oiseau de paradis. Magnifique. Ouais. Et ça, c'est sa couleur naturelle, parce qu'il y a deux couleurs dans l'oiseau de paradis. Alors, je vais vous en montrer un autre. La deuxième couleur, l'oiseau de paradis. Et qui est aussi de la même époque. Pareil, même époque. On voit la même structure, même structure. Un décor assez semblable aussi. Perle de verre. Oui, complètement en verre. Perle de verre, oui. Très typique 1925. Et alors, ce qui est très extraordinaire, c'est la paille. C'est la paille qui est travaillée, vous voyez, des fleurs qui est travaillée comme une dentelle. Oui. Hein? Donc, qui est entièrement en transparence. Magnifique pièce. Alors, tout ça, c'est un travail main. Hein, vous ne pouvez pas faire dans une paille machine. Hein? C'est absolument impossible. Hein? C'est une paille qui est faite main. Alors, sautons en une décennie, les années 30. Là, on retrouve aussi un peu le style de l'éventail. Magnifique, ruban. Voyez, ruban, oui. Et donc, c'est une paille de crin. Ça, c'est une paille de crin. Et quand on dit paille de crin, c'est crin de cheval. Oui, voilà. C'était paille du crin. Magnifique pièce. C'est ce qui devait lui donner sa rigidité aussi, voilà, j'imagine. Voilà. Alors, la période maintenant 1940? Oui, 1940.
Alors là, c'est deux petits chapeaux des années 1940. Alors il faut savoir que 1940, c'est la période de la guerre, donc pas de matériel, pas de matériaux, donc on remployait tous les tissus et tout ce qui restait des années 20, des années 30, 1900. Alors récupération. Récupération. Et là, ils ne sont pas très chargés. En général, c'est des chapeaux petits comme ça, mais beaucoup plus chargés. Beaucoup plus chargés, plein de choses dedans. Vous aviez des fleurs, des oiseaux, tout était mélangé dedans. C'était toutes les récupérations qu'il y avait des années passées. Tout ce qui manquait dans la vie, on le mettait sur le chapeau. L'abondance était sur le chapeau. Voilà. Tout était dans l'exagération par rapport à ce qui manquait. Voilà. Et maintenant, on change encore de décennie, les années 50, pour terminer. 50. Alors, des chapeaux assez grands. Assez grands, petits chapeaux ou grands chapeaux. Mais comme vous voyez, là, on revoit déjà la richesse qui revient. L'opulence. L'opulence. Et donc, là, déjà, là, c'est un chapeau qui est en crin. Qui est magnifique. En crin et qui est une capeline qui est entièrement faite à la main. Une très belle dentelle. Comme une dentelle fuseau, presque. Comme une dentelle. Et ceci aussi, un très très beau travail de paille avec une garniture de cerises qui se faisait énormément. Qui s'est fait à partir de les cerises, beaucoup à partir de 1945. Et on va terminer avec un petit bijou, un accessoire au costume qui est une pièce plus ancienne. Oui. Alors ça, c'est un très 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 joli sac, d'après-midi, pas du soir, époque Napoléon III. On va dire vers 1870, qui est entièrement en panne de velours de soie et en perles d'acier. Très très belle. Très très belle pièce. Oui, très très belle pièce. Écoutez, on termine là-dessus. Un gros merci. Vraiment, merci ça me fait à vous. Très plaisir. OK. Au revoir. À quoi sert cet objet? La réponse après la pause. À quoi sert cet objet? Cet objet a été longtemps chez nous un OCNI, c'est-à-dire objet curieux non identifié. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour nous dire qu'il est spécialiste dans ce genre d'objet. C'était un objet fait avec un manche en corne de cerf, en acier travaillé, tranchant au bout. Et cet objet servait à marquer les arbres lors de l'abattage. Quand on disait chez vous timber, c'était des objets, des arbres qui étaient déjà marqués par ça. Un exercice pour bicyclette. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez quelque chose de très très beau derrière vous. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une toile imprimée du XVIIIe siècle. Est-ce que c'est ça qu'on appelle Jouy? Oui, Jouy, c'est une localisation de la toile imprimée. En France, il y a eu des toiles imprimées fabriquées à Jouy, des toiles imprimées fabriquées en Alsace, des toiles imprimées fabriquées dans le Bordelais, elles s'appellent les toiles de Beau-Tyran, des toiles fabriquées à Nantes, elles s'appellent toiles de Nantes. Chaque localisation avait l'appellation de la ville où on fabriquait la toile. Et c'était ces toiles-là que je pense qui ont été très utilisées au 18e en remplacement des Indiennes qui provenaient de l'Inde, je pense. Tout à fait. Ouais. Le ministre de Colbert a interdit à une période qu'on importe les toiles des Indes parce que ça faisait un manque pour la petite industrie en France, des cotons, des lins, etc. Alors il a interdit l'importation, il a accordé qu'on développe en France la fabrication des toiles imprimées. Et ce sont des toiles qui sont faites en coton? Non, les supports sont en toile de lin. En toile de lin? Lin. Ah bon. Et ce sont des imprimés qui sont faites à la planche, qui sont faites au rouleau? Non, au début à la planche.
Et ensuite, il s'apercevait que quand la planche servait beaucoup, l'usure faisait que les plaques de couleur étaient importantes et le dessin moins fin et moins précis. Donc, ils ont après utilisé le rouleau de cuivre qui était premièrement plus solide, ne s'usait pas, l'impression était meilleure et peut-être aussi une question de rapidité. Et on peut voir que cette pièce-ci est et je pense que c'est un lambrequin de lit. Oui, tout à fait. Qui est de quelle époque ce lambrequin? Alors, la partie du bois qui tient le support, ça c'est 19e, tandis que les toiles imprimées sont plus anciennes, elles sont du 18e siècle. Surtout, pour être très précise, le lambrequin, le bandeau, là, qui faisait l'entourage du lit. Et les rideaux sont du 19e? Oui, ces rideaux-là sont du 19e. Alors, les motifs sont vraiment très différents là, sur chacun d'eux. Oui. Alors, c'est un assemblage après l'époque où vraiment on créait un lit. On n'aurait pas fait cet assemblage. C'est postérieur à la naissance du tissu, oui. Donc, j'imagine que cet ensemble-là devait aussi avoir un couvre-lit, peut-être, une courte pointe? Voilà, une courte pointe. Le lit était fait de la façon suivante. Il y avait un grand rectangle au-dessus du lit qui s'appelait le ciel de lit. À l'intérieur, il était doublé. Et aux quatre coins de ce ciel de lit qui recouvrait la grandeur du lit, il y avait 4 rideaux qui fait un petit peu comme si on voulait fermer le lit. Voilà. Sur le lit, il y avait un dessus de lit court qu'on appelait courte pointe. Et autour du lit, du matelas sommier, si vous préférez, enfin, ça n'avait pas cette appellation à cette époque, mais en fait, ce qui serait le matelas sommier, vous aviez encore un entourage de toile imprimée. Et les doublures étaient aussi en lin? Oui, bien sûr. Alors, c'était lin sur lin? Oui. Doublure et le dessus. Est-ce qu'on peut voir un peu quelle dimension ça pouvait avoir, ces rideaux? Oui. Alors, comme ça s'adressait à des grandes maisons, voire des châteaux, c'était des grandes pièces avec des très importantes dimensions. Et ce rideau fait 3,20 m de haut. Je l'ai doublé, moi, pour qu'il puisse loger dans mon stand. Voyez. Et il est doublé d'un tissu ancien qui s'appelle un flamé. Oui, très 18e, ça aussi. Voilà. Et c'était des tissus qui étaient quand même assez chers à l'époque. Oui. Le prix était quand même assez élevé. Bien sûr. Donc, on les retrouvait probablement dans les maisons cossues, à la bourgeoisie, dans la petite noblesse. Tout à fait. Tout à fait. Et celui-ci vient de quel endroit? Alors, cet ensemble de tissus vient d'une grosse maison de Bordeaux, qui est en fait un hôtel particulier bordelais, qui appartenait à un armateur. Alors, c'est très, très intéressant. C'est une famille d'armateurs qui avait cet ensemble. Vous savez qu'on a retrouvé de ces toiles de Jouy aussi au Québec, dans les grandes maisons cossues. Je pense entre autres à un manoir à l'île d'Orléans, le manoir Maury de Genet, où on voit dans les actes notariés, les actes après décès, on mentionne justement de ces toiles de Jouy qui servaient au décor. Alors, il y a eu vraiment entre l'Amérique et la France toujours ces transports et ces échanges de marchandises. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'était très, très intéressant. Je suis flattée. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'est donc un service en verre de Bohême, en cristal plus précisément, qui date du milieu des années 20 à peu près. Des années, 1925 on va dire, avec une très jolie forme en calice, qui comprend donc toutes les tailles de verre qu'on peut imaginer, le verre à eau, le verre à vin rouge, le verre à vin blanc, et puis la coupe à champagne, puisque la coupe à champagne était très particulière. Oui, très particulière, de forme très très évasée, avec surtout une jolie frise gravée assez profondément, gravée à la roue, et avec des motifs stylisés, des motifs floraux stylisés, et puis des motifs de losanges imbriqués les uns dans les autres. Voilà, qui est tout à fait typique de cette période 1925 qu'on appelle la période Art déco. C'est vraiment ça sa particularité. Parce que la coupe à champagne était ordinairement un petit peu plus haute sur pied. Tout à fait. Tout à fait. C'est un modèle assez curieux qui n'a pas de pied, qui est simplement en forme de corolle, comme ça, en forme de calice, légèrement incurvé qui va en s'évasant comme ça. Je voulais vous montrer ce verre qui est intéressant. Il est d'époque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle, des années 1750 à peu près. Vous remarquez un joli pied à facettes et un calice qui va en s'évasant, qui n'est pas sans rappeler cette forme 1925, vous voyez, en dépit de la différence d'âge.
C'est un classique. Il est en cristal, c'était un petit verre qu'on appelle verre bordelais, un petit verre qui servait à boire du vin ou des liqueurs. Voilà. Et puis une pièce qui est encore plus amusante, qui est un tout petit peu plus tardive, puisqu'elle date du premier quart du 19e siècle. C'est un verre d'une fabrique qui était dans le centre de la France, qui s'appelle Le Creusot, en Bourgogne. Très connu, spécialisé dans ce genre de verrerie un peu plus massif. Toujours, on retrouve la forme corolle, mais cette fois-ci avec ce motif de pointe de diamant, typique de cette fabrique du Creusot. Et l'intérêt de ce verre, c'est qu'il a une provenance tout à fait particulière. C'est qu'il a servi au roi Louis XVIII. Vous retrouvez ici le double monogramme, le double L et la couronne royale de France. Voilà, donc une pièce tout à fait étonnante. Est-ce qu'il faisait partie à l'origine d'un ensemble complet? Il faisait vraisemblablement partie d'un service important qui devait se trouver au palais des Tuileries où résidait Louis XVIII. Et moi j'ai eu la chance de trouver ce verre-là au milieu de quantités d'autres verres. La plupart étaient anodins et puis il y avait celui-là qui sortait du lot. Et ça n'est qu'après avoir acheté tout le lot que j'ai trouvé le monogramme royal. Très belle pièce. Voilà, c'est une merci beaucoup d'avoir partagé votre savoir. C'était avec plaisir. L'équipe de Trouvailles et Trésors tient à remercier M. Joël Garcia, fondateur de la Brocante de la Bastille, ses employés et les brocanteurs pour leur chaleureux accueil, et vous donne rendez-vous pour une autre tournée du patrimoine.